La radio est une imagination. Imagination. La vôtre. Bonjour, nous avons le plaisir à Groupe Immédiat Invest de recevoir un journaliste de rang mondial, éditorialiste connu et directeur adjoint justement du groupe Figaro. Monsieur Djoutaya, bonjour. Bonjour. Le groupe a le plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Merci à vous. Pouvons-nous connaître les raisons pour lesquelles vous êtes à Dakar? Je suis ici pour voir mes amis et je suis venu aussi pour des raisons professionnelles. J'ai rencontré le président Macky Sall dans la semaine, juste avant qu'il ne s'envole pour un voyage privé. Et j'étais curieux de connaître un peu la température du pays à quelques semaines du scrutin présidentiel, qui est un scrutin important, sachant que le Sénégal est un des phares de la démocratie en Europe. C'est une vieille démocratie, qui date de 1974 maintenant, grâce au président Senghor, et où d'ailleurs il y a eu l'alternance, on l'a connu, l'alternance au Sénégal. Et comme le dit le président Sall dans dans son dernier ouvrage, c'est que la démocratie connaît un processus qui paraît irréversible aujourd'hui à Dakar et dans ce Sénégal, qui est un pays très attachant. Et à l'échelle du continent, vous êtes un observateur averti des questions justement internationales. Avez-vous le sentiment peut-être que la démocratie s'est ancrée sur le continent ou bien ça connaît des évolutions en dents de scie? On va être tout à fait honnête, il faut qu'il y ait encore des évolutions palpables, des progrès qui soient faits de ce point de vue. La démocratie a fait de grands pas depuis la période des indépendances. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait l'histoire de l'Afrique contemporaine, ça a d'abord été la colonisation, ça a été la décolonisation. La décolonisation, ça ne se fait pas comme ça en un jour, c'est très long, c'est très compliqué. Et après cette décolonisation, il y a eu une période justement de transition avant que la démocratie arrive. Elle s'installe petit à petit dans tous les pays d'Afrique subsaharienne. Malheureusement, ça se fait dans un contexte international aujourd'hui qui est compliqué, avec une mondialisation qui a ses avantages. Les avantages, eh bien, l'éducation, la santé, la communication qui se déploie à grands pas, mais qui a aussi ses inconvénients parce qu'il y a des résistances. Justement, les gens ne veulent pas perdre leur identité, ne veulent pas perdre le pouvoir qu'ils ont sur le pays, leur pays et leur économie. Il se trouve que maintenant, l'Afrique est un peu regardée comme étant la prochaine destination des affaires, en raison justement des richesses et de ses potentialités. Mais en même temps aussi, il se passe que l'immigration entre un peu le sommet justement des Européens. Effectivement, celle de l'Afrique qui est considérée par beaucoup comme le continent d'avenir. C'est le continent, je dirais, on disait, et on le dit, du 21e siècle, à juste titre. Pourquoi ? D'abord parce que c'est un continent où il y a énormément de richesses dans le sous-sol, énormément de potentialités à exploiter et qui ne sont pas encore complètement exploitées. C'est vrai, et vous le vivez vous-même au Sénégal, puisque vous avez découvert il n'y a pas très longtemps des gisements d'hydrocarbures très importants, et que ces gisements d'hydrocarbures vont contribuer au développement de votre pays, vont aussi attirer énormément de clients étrangers au Sénégal, et ça risque de changer la donne. Donc ça, c'est une des premières raisons qui font que le continent africain suscite beaucoup de convoitises, et on le voit. Avant, il y avait encore des relations privilégiées avec les anciennes puissances coloniales, c'est-à-dire la Grande-Bretagne et puis la France. Et aujourd'hui, l'Afrique est un marché, il faut le dire clairement, est un marché qui est convoité par les plus grands, c'est-à-dire la Chine, l'Inde et d'autres pays qui ont besoin de matières premières pour assumer un bon niveau économique. Ça, c'est la première des raisons, et c'est à ce titre-là que tout le monde cherche à se positionner en Afrique. La deuxième question que vous me posez, c'est une question effectivement sur l'immigration. Alors d'abord, il faut dire que le phénomène migratoire est un phénomène qui n'est pas récent. C'est un phénomène qui a toujours existé, que les premières et les plus nombreuses immigrations sont des migrations internes à l'Afrique.
J'en veux pour preuve les crises migratoires qu'on connaît, notamment au Nigeria, quand il y a une crise pétrolière et que énormément de Béninois, de Togolais, de Burkinabés sont venus travailler au Nigeria. Quand il y a une crise, eh bien, ils sont obligés de repartir et ils sont considérés comme des indésirables. Donc il y a des problèmes migratoires internes à l'Afrique. Après, il y a effectivement l'attirance que constitue le continent européen, qui est considéré comme par de nombreux Africains qui sont modestes comme un Eldorado où ils pourraient faire... Bon, et ils se jettent à la mer, si je puis dire, pour venir jusqu'en Europe, où malheureusement la situation n'est pas aussi brillante qu'elle l'était il y a quelques années. Moi, je pense que si vous voulez tout ça, on peut le résoudre non pas avec des gardes-barrières, des frontières, certes, il en faut hein, quand même, mais on résoudra tout ça que si on arrive justement à participer à un co-développement avec les pays africains, les pays intéressés, sur 2 ou 3 lignes d'horizon qui sont capitales. La première, c'est l'éducation, évidemment. La deuxième, c'est la recherche et le développement. Et Dieu sait s'il y a un potentiel chez vous qui est énorme. Il faut quand même aussi dire qu'une des raisons pour lesquelles on regarde de l'Afrique de très près, c'est que c'est aujourd'hui un peu plus d'1 milliard d'habitants, et que d'ici à 60 ou 70 ans, ça sera le double. Donc c'est énorme. Et donc il faut... et puis la troisième raison, c'est pour retenir, il faut développer aussi le système de santé qui est quand même pas toujours très performant dans tous les pays. Donc il y a quelque chose à faire. Par ailleurs, il faut, je crois, que les pays européens soient fermes là-dessus, qu'ils ne soient pas livrés aux 4 vents des migrations, et qu'ils sachent mettre des limites et des barrières à l'accueil, même si certains, comme la France, sont quand même très généreux, parce qu'ils ont un système social et un modèle social qui est quand même très intéressant, et que connaissent bien d'ailleurs les Africains francophones. Est-ce que peut-être la faible résonance des élites européennes sur cette question qui est centrale n'explique pas un peu peut-être la montée justement de ces populismes-là? Le populisme qui existe dans nos pays, il est dû à ça. Mais il est dû, et on ne va pas se voiler la face, il est dû à une deuxième chose, qui est la question cruciale de l'islam radical. Comme vous le savez, en Europe, et d'ailleurs l'Afrique aussi, puisqu'il y a eu des attentats à Bamako, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, partout, au Niger, il y a eu des attentats extrêmement meurtriers en Europe, et notamment en France. Et au nom d'un islam dévoyé, qui est ce qu'on appelle l'islamisme, un islam militant, politique, qui, d'après ce que disent ceux qui s'en revendiquent, bien veut justement balayer la civilisation des Lumières, l'ouverture, l'occidentalisation relative du monde. Eh bien, ces actions qui ont été conduites sur nos territoires ont générer et engendrer la peur chez nous, la crainte que justement, il y ait un recul de nos propres valeurs, qu'il y ait un recul de notre propre civilisation judéo-chrétienne face à un islam qui est considéré, cet islam-là, comme conquérant et comme, je dirais, nihiliste d'une certaine façon, puisqu'il veut tout balayer, qui est un islam, je dirais, du Moyen-Âge, quasiment. Hein. Donc c'est vrai que ça c'est un gros souci, c'est un gros problème. Il faut arriver à dialoguer, il faut impérativement, et vous en êtes aussi, vous êtes aussi partie prenante là-dedans, faire en sorte que cet islam destructeur ne soit pas dominant. Vous parlez un peu de l'immigration. On sait que de plus en plus il y a une jeunesse africaine, ici en interne en Afrique, qui estime que s'il y a immigration, il y a forcément exploitation de ressources qui ne sont pas rémunérées à le juste prix. Ils estiment que les pays occidentaux pillent les pays africains. C'est pourquoi les jeunes africains aussi sont obligés de tenter d'aller à l'extérieur. Quelle est votre vision, votre analyse de cette position de plus en plus de jeunes africaines qui est défiante vis-à-vis des autorités? Je dirais 2 choses. C'est d'abord 2 réponses. La première, c'est que les pays, la donne a changé quand même depuis une dizaine, voire une quinzaine d'années. C'est-à-dire que l'exploitation des ressources dont vous parlez, elle n'est pas exclusivement réservée à une puissance étrangère.
C'est généralement des contrats qui sont passés avec plusieurs partenaires. Et c'est à vous. Et de plus en plus, ça se fait. On le voit au Sénégal avec les contrats qui vont porter sur le pétrole et le gaz. Il va y avoir plusieurs partenaires étrangers qui vont participer à cette exploitation. Ça ne va pas être exclusivement réservé à une compagnie ou à un pays. Ça, c'est la première des choses. Il y a une deuxième réponse, c'est que, et là je vais aussi être politiquement incorrect, c'est que certains des dirigeants africains n'ont pas joué le jeu. Et ils ont réservé à eux-mêmes, je dirais, le fruit de ces exploitations, et ils n'ont pas su en faire profiter leur pays. Vous savez, c'est pas parce que je suis au Sénégal, mais, et je ne veux pas être flatteur, mais quand le président Macky Sall écrit dans son dernier livre le Sénégal au cœur, quand il dit qu'il ne faut pas évidemment tout concentrer maintenant qu'on a du pétrole et du gaz sur le gaz et le pétrole, mais qu'il faut profiter de la manne qu'on va tirer de ça pour développer l'agriculture, pour développer la pêche, pour développer l'éducation, bah, il parle d'or. Je dirais que c'est tout ce qui n'a pas été fait dans certains pays. Vous prenez un pays comme l'Algérie, qui a des réserves de gaz énormes, qui a vécu sur une industrie gazière depuis l'indépendance en 62 très forte. Elle n'a pas su redistribuer justement cette manne, et on voit où ils en sont aujourd'hui. Il y a d'autres exemples dans le monde africain, en Angola, où ils ont tout concentré sur le pétrole, et on voit ce que ça a donné. Donc il faut impérativement avoir un développement intelligent à partir des mannes. Et ça, je dirais que ça dépend beaucoup des dirigeants du pays. Il faut qu'ils sachent gérer et faire en sorte que ça facilite et que ça contribue au développement et à la richesse de toute la population. Venons-en maintenant aux médias. Vous êtes un journaliste très influent, très écouté justement en Occident. Ouais. On assiste justement à une certaine transformation des médias au plan économique. Il y a des modèles maintenant nouveaux qui sont proposés. Et sans doute aussi les nouvelles technologies de l'information ont beaucoup contribué à la transformation justement de ces médias. Comment avez-vous vécu ça d'abord dans votre propre groupe? On a vécu, je dirais cela, comme quasiment tout le monde dans le monde entier, que ce soit aux États-Unis, en Afrique, au Sénégal, en France, en Angleterre. C'est-à-dire qu'on est obligé de s'adapter à cette troisième révolution industrielle qui est la révolution numérique, qui bouleverse tout. Et pas uniquement l'univers des médias, mais tous les métiers confondus sont confrontés à une évolution radicale, je dirais, et qui est quand même, somme toute, très rapide. Donc il faut savoir s'adapter vite. Et le problème, c'est que s'adapter et vitesse, c'est pas toujours très facile à faire ensemble. Bon. Alors, le groupe Le Figaro, c'est vrai, qui est un grand journal, qui est le plus vieux journal d'Europe, quasiment. Il a 192 ans, puisqu'il est né en 1826, le Figaro. Donc c'est vous dire combien il est ancien. Et il a su s'adapter, il essaye de s'adapter en épousant justement cette révolution numérique. Le journal, ce n'est plus uniquement un support papier imprimé toutes les nuits. C'est aussi un site internet qui est avec plusieurs déclinaisons, des déclinaisons gratuites, des déclinaisons payantes, des déclinaisons hyper spécialisées, avec ce qu'on appelle des transversales, c'est-à-dire des sujets qui font l'objet de sous-sites très pointus. C'est aussi, on fait beaucoup de choses, on organise des croisières, on est agence de voyage, on est agence de communication, et on essaye de consolider justement la marche du Figaro pour que cette vieille dame soit toujours jeune, et que cette vieille dame épouse son temps. Il faut trouver le modèle économique, parce que le problème de la révolution numérique, c'est qu'elle nous met un peu entre les mains de ce qu'on appelle les GAFA, c'est-à-dire Google, Facebook, Amazon, et voilà. Et ça, c'est une première chose. Et puis deuxième chose, il y a une économie qui s'est développée sous le mode de la gratuité. Et aujourd'hui, il faut faire comprendre aux gens que tout a un prix, y compris l'information sur Internet. Donc c'est tout le défi que nous avons à relever aujourd'hui. Le continent africain, comme je l'ai dit tout à l'heure, est un continent d'avenir, avec une population qui va doubler, avec un territoire immense qui sera un centre justement où beaucoup de choses se passeront. Donc il faut absolument que le Figaro, et il réfléchit, se développe sur le continent africain, parte à l'attaque, si je puis dire, si vous me permettez l'expression, pour être davantage, même s'il est déjà connu, reconnu
est présent sur ce continent. C'est à nous d'y travailler, c'est à nous de trouver aussi sur place, chez vous, des partenaires qui peuvent travailler avec nous. Et je dirais que c'est une des missions, une des tâches sur lesquelles nous nous concentrons aujourd'hui pour un avenir qui ne doit pas être très lointain, qui doit être un avenir assez proche pour être présent au grand rendez-vous. C'est toujours les premiers qui sont présents qui sont les mieux servis. La radio est une imagination. Imagination. La vôtre.